Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre cours d'atelier de génie logiciel. Et c'est la deuxième partie de ce que nous avons développé dans le cours de génie logiciel pour G3. Donc dans ce cours, nous allons essayer d'approfondir ce que nous avons déjà fait en G3 et nous allons ajouter quelques points le plus importants au niveau du langage ou de la modélisation IML. Donc, comme plan, nous allons suivre le plan suivant. Premièrement, nous allons faire un rappel sur les objectifs du cours, présenter les généralités sur le génie logiciel, les cycles de vie d'un logiciel, la qualité d'un logiciel, l'analyse fonctionnelle. Ce sont les éléments que nous avons déjà développés en G3. Ça va nous servir de révision. Nous allons également introduire la modélisation avec le langage YML. En G3, nous avons fait les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes des séquences, ainsi que l'introduction au diagramme des classes. Dans cette année, nous allons approfondir les diagrammes des séquences pour aller un peu à un niveau plus mature. Nous allons ajouter les diagrammes des cas d'activité. Nous allons ajouter les diagrammes de collaboration. Nous allons également approfondir les diagrammes des classes. Et par la suite, nous allons passer du temps sur les différents outils qui vont nous aider à bien développer nos différents systèmes sur base de IML, qu'on appellera atelier de génie logiciel. Et nous ferons quelques travaux pratiques. Donc, l'objectif de ces cours est de comprendre les différents concepts liés à l'analyse et la conception des systèmes d'information. D'accord? Nous devons comprendre le système que nous voulons développer et les différents éléments qui vont nous aider à modéliser ces systèmes au travers de ce qu'on appelle l'analyse et la conception des systèmes d'information. Donc, nous devons maîtriser les différents cycles de vie d'un logiciel, les différentes étapes de l'étape de collecte des données jusqu'à la réalisation, la matérialisation du produit et la fin de l'utilisation du produit. Nous devons aussi arriver à rédiger un cahier des charges fonctionnel et technique après analyse du besoin. Et enfin, modéliser un système d'information en utilisant le langage IML. Bien sûr, nous allons aussi apprendre à utiliser les outils AGL. Donc, le génie logiciel, nous l'avons déjà défini en G3 comme étant l'ensemble des programmes, des procédés et des règles et éventuellement de la documentation relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitements de l'information. Donc, quand je prends un ensemble de programmes, de procédés, des règles et éventuellement la documentation, c'est ça qui constitue ce qu'on appelle un logiciel. Ce n'est pas juste le programme où vous saisissez sur ordinateur. Vous avez aussi de la documentation qui accompagne, qui vous explique les différentes fenêtres de votre logiciel, différents composants de votre logiciel et leur utilisation. Pour bien réaliser le logiciel, une discipline a été mise en place qu'on appelle le génie logiciel. Donc, l'ensemble des activités de conception, de mise en œuvre de produits et procédures tendant à rationaliser la production du logiciel et son suivi. Donc, le génie logiciel est venu juste pour nous aider à bien concevoir des logiciels. D'accord? Grâce au génie logiciel, nous pourrons bien spécifier, concevoir, réaliser et faire évoluer avec des moyens dans des délais raisonnables, de programmes, de documentation, de procédures de qualité, envie d'utiliser un ordinateur pour résoudre certains problèmes. Donc, le génie logiciel est venu en fait renforcer la rigueur dans la réalisation de logiciels. Pourquoi le génie logiciel? Parce que le génie logiciel, ça existe depuis plus de 30 ans, né du fait qu'on a remarqué que de plus en plus le logiciel n'était pas fiable, ça veut dire qu'il contenait beaucoup de bugs, des erreurs. Donc, il fallait résoudre cela au risque de perdre beaucoup d'argent. Ça veut dire de se retrouver avec des projets qui sont inachevés, ok? Ou bien de se retrouver avec des équipes qui ne sont pas expérimentées, qui ne peuvent pas atteindre l'objectif du projet, ou bien des délais qui sont difficiles à réaliser. Ça veut dire un projet d'un mois peut arriver jusqu'à 2 ans, faute de maîtrise des différents éléments du projet. Ou bien nous n'arrivons pas à satisfaire les cahiers des charges. Ça veut dire que nous avons
reçu comme recommandation de réaliser 4 fonctionnalités clés, mais nous n'arrivons même pas à atteindre un objectif. Donc, le génie logiciel est venu pour réparer cette situation. Donc, si nous regardons depuis les années 50-60, il y a eu cette vague-là de production artisanale des logiciels scientifiques au travers des universités. Et de plus en plus, il y a eu beaucoup de codeurs, des grands gourous, des gens qui ont créé le langage C. Et vers les années 60, vers la fin, on a remarqué qu'il y a eu la crise des logiciels. D'accord? De plus en plus, il y avait des difficultés d'écrire des grands programmes. Des petits programmes, ça passait. Mais lorsqu'il faut créer des grands programmes, des grands logiciels pour des grands systèmes, il y a eu un problème sérieux. Donc, aussi, on a remarqué qu'il y a eu des difficultés de les utiliser, difficultés de les faire évoluer. D'accord? Un logiciel qui a été créé avec 5 fonctionnalités, je veux le faire évoluer. Donc, les nouvelles fonctionnalités intégrées devenaient de plus en plus difficiles à faire collaborer avec le système. D'accord? Donc, ça a poussé à ce qu'on puisse penser déjà à améliorer. Donc, beaucoup de projets ont échoué. D'où le génie logiciel est venu proposer ce qu'on appellera des méthodes. D'accord? Des méthodes pour gestion de projet, des méthodes pour la conception, l'analyse du logiciel. Et pour renforcer ces méthodes, il y a ce qu'on appelle des formalismes. C'est-à-dire un certain langage à adopter de façon que toute personne qui travaille dans le projet peut facilement comprendre de quoi il s'agit. Et mise en place de certaines techniques ou normes. Donc, c'est le génie logiciel aussi accompagné des outils qui vont nous aider à bien réaliser le logiciel. Vers la fin de ce cours, nous insisterons sur ces outils. Donc, on appelle en domaine technique les AGL, ça veut dire les ateliers de génie logiciel. Donc, ces outils-là vont nous aider à l'assistance, l'automatisation et la systématisation du logiciel dans tous les cycles du projet. D'accord? Donc, c'est très important non seulement de maîtriser le formalisme derrière le génie logiciel, mais également de maîtriser les outils qui peuvent vous aider à développer vos logiciels. Donc, le génie logiciel utilise pour cela des principes d'ingénierie. D'accord? Donc, dans l'ingénierie, il y a un ensemble de disciplines, il y a un ensemble des étapes à suivre de A à Z pour réaliser des projets. Donc, on comprend des aspects à la fois techniques et non techniques. Donc, lorsque nous devons développer des logiciels, nous regarderons aux aspects techniques et les aspects non techniques. D'accord? Il est basé sur la méthodologie et des outils qui permettent de formaliser et même d'automatiser partiellement la production de logiciels. D'accord? Et il est également basé sur le concept plus informel et demande des capacités de communication, d'interprétation et d'anticipation. Donc c'est pour cela un ingénieur en génie logiciel n'est pas toujours quelqu'un qui fait que exécuter, mais c'est quelqu'un aussi qui réfléchit, qui a un moment qu'on appelle de brainstorming avec l'équipe pour essayer de faire sortir de nouvelles idées, critiquer l'existant pour l'améliorer. Donc, le génie logiciel demande de la part de l'informaticien une bonne formation aux différentes techniques, ça veut dire la compétence, vous devez acquérir le savoir et un certain entraînement et de l'expérience, c'est le savoir-faire. Donc, vous avez acquis de l'expérience au niveau du savoir, mais en travaillant sur le projet, en faisant des travaux pratiques, vous allez acquérir également le savoir-faire. Donc, les deux éléments sont très importants pour garantir à l'ingénieur la bonne réalisation du projet. Ici, on cite quelques erreurs clés qui ont fait assez que le génie logiciel soit mis en place et on insiste beaucoup sur ce qu'on appelle la qualité du logiciel. D'accord? C'est un chapitre qu'on va développer également ici. Donc, si nous regardons par exemple tous les projets qui ont eu à être déployés, certains projets ont coûté des millions de dollars sans aboutir vraiment à la fin, tout simplement parce qu'il y a eu certaines erreurs qui ont fait que le projet a connu des échecs. Tel que le projet d'Ariane 501 n'a pas pu évoluer suite à un bug logiciel. Juste un bug logiciel, ça peut être une division par zéro, ça peut créer un bug et empêcher le logiciel de fonctionner. Ou une boucle infinie qui n'a pas de break et ça peut continuer à l'infini, faire croire que le système attend une réponse, mais en réalité le système bloque. D'accord?
Donc, un certain nombre d'erreurs a été constaté et ces erreurs-là ont créé ce qu'on appelle des bugs qui ont empêché à ce que ces logiciels fonctionnent correctement. Donc, d'où dans le procédé, dans la méthodologie de génie logiciel, il y a des étapes où on détecte le bug pour ne pas que le client le découvre au moment de l'exploitation du logiciel. Donc, dans la phase de production, c'est la phase où vous devez vérifier que tout marche bien avant de donner le produit final au client. Donc, si l'on veut maîtriser le développement des systèmes complexes, il faut faire, premièrement, rédiger de façon claire les spécifications du système. C'est l'étape la plus importante. Donc, souvent, lorsqu'un client vient vous voir, il vous dit, voilà, j'ai besoin d'un logiciel pour la gestion, par exemple, de mes employés. Vous n'allez pas commencer à lui dire, reviens dans un mois, vous aurez le logiciel. Non, il faut avoir des réunions, d'accord, des entretiens. Dans quel objectif? De discuter sur les différents périmètres de votre logiciel, des systèmes, d'accord? Poser les questions pertinentes comme comment être sûr que ces spécifications sont complètes, d'accord? Poser la question de dire qui va utiliser les systèmes, quelles sont les fonctionnalités du système, d'accord? Comment être sûr que ces spécifications sont cohérentes? Vérifier assez que tout ce que le client vous dit, ce sont vraiment ces dont vous avez besoin pour la réalisation du système. Une fois que vous avez rédigé le cahier des charges ou bien les spécifications du système, vous devez valider et vérifier toutes les étapes du développement. D'accord? Avec bien sûr le client, vous devez être à mesure de se dire que dans cette étape, nous allons rencontrer telle difficulté ou réalisation. De réutiliser des sous-systèmes déjà réalisés. D'accord? S'il y a des choses que vous avez déjà conçues, des modèles, pourquoi ne pas les réaliser? Donc, ça va nécessiter de la part de l'ingénieur une base théorique et une approche d'ingénierie, ça veut dire une méthodologie pour concevoir ces logiciels. Donc, le génie logiciel est très important parce que grâce à ces génies logiciels, vous n'allez plus concevoir votre logiciel n'importe comment. Donc, vous avez une méthode systématique à suivre de A à Z et c'est cette méthode-là qui va forger votre façon de concevoir de bons logiciels. Donc, l'étape la plus importante dans la conception de logiciels, c'est le cycle de vie d'un logiciel. Donc, nous devons comprendre c'est quoi le cycle de vie d'un logiciel. Donc, le cycle de vie d'un logiciel peut être défini comme étant la période située entre le début de la conception et l'arrêt de l'exploitation de ces logiciels. Dans la phase où on a commencé à collecter les informations, jusqu'à la phase où on a arrêté d'utiliser le logiciel, c'est le cycle de vie du logiciel. Donc, il y a plusieurs normes telles que les normes AFNOR Z67150 définissent les différentes activités dans le cycle de vie d'un logiciel, dans les différentes étapes comme l'analyse, la conception et ainsi de suite. Donc, il est envisagé un instant donné, et va comprendre le progrès technologique et les contraintes organisationnelles. Donc, le cycle de vie d'un logiciel correspond à l'identification des états successifs d'une application ou d'un produit déterminé. Donc, quand j'ai une application, les différentes étapes que je dois suivre pour réaliser cette application constitueront également le cycle de vie de mon logiciel. Donc, il est essentiellement dynamique, évolutif et presque toujours progressif. D'accord? Donc, le cycle de vie évolue. Il y a plusieurs approches, on en a déjà parlé, donc c'est toujours la révision dans cette étape, Il y a l'approche séquentielle, d'accord, où on va étape par étape. Il y a l'approche itérative où on tourne, d'accord. On fait un certain saut, on reprend un certain nombre d'étapes, on fait un certain saut, on reprend un certain nombre d'étapes. Dans la méthode séquentielle, on peut citer par exemple la méthode en cascade. Donc, le principe de la méthode en cascade, c'est de découper le projet en phases distinctes sur le principe du non-retour. Donc, j'ai un projet que j'ai découpé en 5 parties. Dans la première partie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais collecter les données, analyser le problème, comprendre les spécifications. Après, je vais passer à la phase d'analyse, après la conception, après l'implémentation, le test, et je déploie le projet. D'accord? Donc, j'ai plusieurs étapes. Chaque étape aura une fonctionnalité spécifique.
L'avantage d'avoir un tel modèle, c'est de proposer au fur et à mesure une démarche de réduction des risques, en minimisant au fur et à mesure l'impact des incertitudes. Mais l'inconvénient, c'est que l'exclusion de l'utilisateur de la phase de conception, car trop technique. Donc, quand on arrive après l'analyse à la phase de conception, l'utilisateur, le client qui a proposé le produit, n'est plus là. Or, si le client n'est plus là, qui va valider les différentes étapes? Personne. Donc, si c'est un projet de 2 ans, c'est au bout de 2 ans que le client va revenir pour valider les cahiers des charges. Et ça, ce n'est pas bon. D'accord? Donc, le contrôle qualité significatif survient seulement en fin de projet. Ça, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que dès qu'on trouve qu'il y a une déviation par rapport à ce qui a été proposé au départ, il faut refaire toutes les étapes. D'accord? Et ça, ce n'est pas efficace. Le risque, c'est que ce qui a été proposé ne soit pas accepté par les clients, ce qu'on appelle refus des recettes utilisateurs. Deuxièmement, l'autre méthode, c'est la méthode itérative. Dans la méthode itérative, on a par exemple une méthode évolutive. C'est basé sur la polyvalence et une approche pluridisciplinaire qui tend à minimiser l'impact de l'évolution des besoins en cours de projet. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure que le projet évolue, le client peut injecter de nouveaux besoins et vous devez être dynamique et les intégrer. D'accord? L'avantage, c'est ça permet de se rapprocher davantage des utilisateurs, c'est-à-dire des gens qui vont consommer le produit, et favoriser l'assurance qualité. Parce qu'à tout moment, ils testent le produit, ils vous donnent du feedback et vous améliorent. L'inconvénient seulement, c'est que le produit, le résultat d'évolution permanente peut devenir complexe, difficilement maintenable. D'accord? Plusieurs changements et peut bloquer le système. Donc souvent, on a un problème, c'est la maintenance difficile. Quand on parle de maintenance, c'est la correction d'erreurs. Quand on détecte des bugs, on doit y revenir. La méthode objet, c'est basé sur la séparation de l'étude architecture de celle de l'étude fonctionnelle afin de paralléliser au maximum le tâche. D'accord? Procéder par itération comme pour l'évolutive. D'accord? On va étape par étape. Mais seulement ici, on fait d'abord l'architecture extérieure. On voit de quoi il s'agit. Puis on entre dans l'étude fonctionnelle. Donc, on ne mélange pas les deux. So, l'avantage, ça permet de comprendre, de prendre en compte le problème d'architecture dès le début du projet, conforme à l'approche objet, dont la dynamique est plutôt ascendante en matière de composants d'architecture. D'accord? Et l'inconvénient, tout repose sur l'expertise de l'équipe, des gens qui travaillent, dépendant de leur expertise. Donc, si vous regardez la méthode en cascade, donc vous avez découpé le projet en plusieurs séquences pour développer votre projet. La première séquence dit expression des besoins. Donc, le client peut vous fournir un cahier des charges s'il y en a. S'il n'y en a pas, vous devez discuter avec lui pour ressortir les éléments principaux. Quelles sont les fonctionnalités désirées? D'accord? À partir de là, on peut maintenant attaquer la définition réelle, le périmètre du projet, définir tous les aspects du projet sur le plan technique et non technique. Donc, ce qu'on appellera la spécification, ça sera fonctionnel et non fonctionnel. Et par après cette phase, vous pouvez passer à la phase conception, où vous allez dessiner les différents diagrammes des cas d'utilisation, les différents diagrammes des classes et les différents éléments qui peuvent vous aider à bien comprendre le projet. Une fois que vous avez tous les éléments nécessaires, maintenant vous passez à la phase développement, où vous allez commencer à créer votre solution. Une fois que vous finissez de créer, vous passez à la phase test pour améliorer la solution. Et si vous trouvez des bugs, vous passez à la phase maintenance. D'accord? Le seul problème ici, dès qu'on découvre une erreur au niveau maintenance, on doit remonter jusqu'à la phase d'expression des besoins et descendre. Donc, c'est là où le côté coûteux, la méthode en cascade. D'accord? Il y aura plusieurs études qui seront réalisées. Premièrement, d'abord, vous allez faire une étude de faisabilité ou planification, suivi de l'analyse des exigences ou analyse préalable. Ça, on l'a déjà vu. Vous avez le support. Donc, vous avez l'analyse du système, vous avez la conception, d'accord? Et enfin, vous avez la programmation des tests unitaires. Ici, quand on parle des tests unitaires, on teste chaque fonctionnalité du logiciel. Chaque fonction qui a été créée doit être testée pour s'assurer qu'il n'y a pas de bug. D'accord? Une fonction négligée non testée risque de vous poser problème lors du déploiement. Donc après, c'est la phase intégration et test de qualification, installation, maintenance et
les activités transversales. On a aussi notre approche, la méthode en V. À la différence de la méthode en cascade, pour chaque étape, on essaie de préparer déjà les tests appropriés pour que lorsqu'on aura terminé en remontant, on valide si les différents tests qui ont été proposés fonctionnent bien. Par exemple, le test unitaire, on a défini un test pour la somme de deux nombres. On se rassure vraiment qu'il nous retourne la valeur adéquate. Maintenant, dans la phase test d'intégration, ou lorsque vous avez des composants qui communiquent, par exemple l'authentification et l'affichage du profil, vous vous rassurez vraiment que lorsque je passe d'un point à un autre, il n'y aura pas de blocus. D'accord? Vous avez la spécification qui aura aussi son test, on appelle la recette, le produit qui a été créé. Vous allez vérifier que ça correspond à ce qui a été spécifié. Si ça ne correspond pas, il faut revenir et réparer cela. Et la phase d'exploitation où on met maintenant le produit au service du client. À ce niveau-là, avant de le mettre, on va vérifier que ce que le client avait exprimé comme besoin a été bel et bien modélisé dans le logiciel. D'accord, la démarche en V reste linéaire, mais fait mieux apparaître, d'accord, parce que les produits intermédiaires à des niveaux abstraits et des formalités différentes, la procédure d'acceptation de ces produits, ça veut dire les tests qui est à côté. Donc, les activités de construction précèdent les activités de validation et de vérification, ok, mais l'acceptation est préparée dès la construction. Cela permet de mieux approfondir la construction et planifier, remonter, d'accord. Donc, il y a des méthodes incrémentales. Dans ces méthodes, l'idée est simple. Vous allez commencer à développer un noyau. Si ça marche bien, vous allez ajouter la première couche supérieure. Si ça marche, vous ajoutez la deuxième couche, la troisième couche, jusqu'à ce que vous aurez fini de développer votre logiciel. Donc, on ne tag pas tous les systèmes. On tag juste une ou deux fonctionnalités et on les développe. Si ça marche, on peut intégrer les autres au fur et à mesure, d'accord? Donc, le principe du modèle incrémental, ces méthodes ne sont pas parfaites parce qu'ils dérivent de la bureaucratie, des méthodes bien sur papier, mais dans la réalité, difficile de procéder de manière linéaire, d'accord? Le modèle incrémental, le produit est délivré en plusieurs fois de manière incrémentale, c'est-à-dire à chaque fois que vous délivrez, vous augmentez la valeur, dire en les complétant au fur et à mesure et en profitant de l'expérimentation opérationnelle des incréments précédents. Donc, chaque incrément peut donner lieu à un cycle de vie classique, plus ou moins complexe. Donc, chaque fonctionnalité qu'on ajoute, on peut avoir tout un cycle de vie juste pour cette fonctionnalité. Donc, les premiers incréments peuvent être des maquettes, des jetables ou des prototypes, d'accord, selon ce que vous avez produit. Donc, vous avez cette méthode itérative où vous avez ici au centre. Premièrement, avant d'attaquer, on fait l'analyse des risques. Après, on fait tout ce qui est conception des requirements. On fait la conception. Après, une fois que nous avons conçu, ça va nous donner un document, le requirement plan. Ce document-là sera utilisé pour faire encore l'analyse des risques. Donc, à chaque niveau, cette analyse des risques peut évoluer. Ça peut être l'analyse des risques, la compétence des employés, c'est ce qu'ils sont capables de réaliser, ce qui est dit. L'analyse des risques, par exemple, est-ce qu'on a les ressources financières nécessaires pour attaquer? Donc, tant que la réponse sera non, on n'avancera pas. Si la réponse est oui, on peut avancer. Et à chaque fois que vous avancez, un certain nombre d'actions sera prise en compte. Ok, donc vous avez ici le tableau qui exprime comment les choses fonctionnent. Donc, le grand risque qu'on trouve souvent, c'est les risques de différence de personnes, d'accord? Le calendrier irréaliste, les risques financiers, développement des fonctions inappropriées, problèmes de performance, tâches ou complexes externes. Donc, tous ces problèmes peuvent être évités si nous faisons l'analyse des risques avant de se lancer à la prochaine étape. Parmi les méthodes itératives et incrémentales, on peut citer par exemple la méthode UP, Unified Process, Tutti UP, qui est la méthode qu'on appelle communément la méthode en Y, c'est la méthode aussi utilisée, et la méthode RIP, qui est le Rational Unified Process. Donc, quand on parlera des diagrammes de classe, par exemple, cette méthode sera beaucoup utilisée parce qu'elle définit chaque diagramme de UML qu'on peut associer à chaque étape
dans le cycle de vie d'un logiciel. Par exemple, quand je fais l'analyse des besoins, quel est le diagramme dont j'ai besoin? On dira par exemple, tu as besoin de diagramme de cas d'utilisation. Ok. Quand je vais faire une conception détaillée, quel est le diagramme dont j'ai besoin? Par exemple, le diagramme de séquences avancées, j'ai besoin des diagrammes des classes, ainsi de suite. D'accord? Ce sont les éléments dont vous aurez besoin. Par exemple, le RUP, Process Unified, est une méthode de prise en charge des cycles de vie d'un logiciel et donc du développement pour le logiciel orienté objet. D'accord? Et le RUP est l'une des plus célèbres implémentations de la méthode PU permettant de donner un cadre au développement logiciel. Donc, le Process Unified. Donc, RIP utilise YML. RIP est piloté par les cas d'utilisation. Donc, la première étape de RIP, c'est les cas d'utilisation et c'est centré sur l'architecture. Donc, c'est une méthode générique, interactive et incrémentale. L'ensemble du problème est décomposé en itérations. Le cycle d'évolution se décompose en 4 phases. Donc, la création, l'élaboration, la construction, la transition. Donc, vous avez ces différentes étapes. D'accord? Ces phases se décomposent en activités, d'accord? Telles que la gestion de projet, la modélisation, l'analyse des besoins, l'analyse de la conception. Donc, vous avez plusieurs étapes qui entrent en jeu tout au long des méthodes itératives et incrémentales. D'accord? À chaque niveau, on essaie de traiter juste un point. Dès que vous terminez, vous passez à l'étape 2, à l'étape 3, jusqu'à aller à l'étape N. Mais à chaque étape, vous allez faire l'analyse des besoins, l'analyse des conceptions, l'implémentation, le test, le déploiement, et vous continuez ce cycle-là jusqu'à ce que vous aurez tout le logiciel. D'accord? Le méthode le plus utilisé maintenant pour la conception des logiciels, ce sont les méthodes qu'on appelle les méthodes agiles. D'accord? Donc, les méthodes agiles, ce sont des méthodes qui répondent sur les 4 valeurs fondamentales. Donc, premièrement, l'interaction entre acteurs plutôt que le processus et les outils. Donc, c'est une méthode qui encourage à ce qu'il y ait communication entre le membre de l'équipe. D'accord? Beaucoup plus de communication. Un produit opérationnel plutôt qu'une documentation pléthorique. Je veux un produit opérationnel, pas une documentation pléthorique. La collaboration avec les clients, ça c'est vraiment un élément clé, comme on dit chez Amazon, le client obsession, donc l'obsession du client. On veut à tout prix que les clients puissent aimer le produit qui lui sera délivré. D'où il doit y avoir une collaboration directe avec les clients plutôt que la négociation des contrats. D'accord? Donc le client, comme on dit, est roi, on le met au centre du projet. Tout au long du processus, on maintient cette collaboration. La réactivité face au changement plutôt que le suivi d'un plan. D'accord? Quand il y a un nouveau, par exemple, objectif à atteindre qui est intégré, un changement à faire, automatiquement on réagit pour s'adapter. On ne se dit pas non, on avait déjà défini qu'on allait faire tel élément après tel élément, on ne va pas bouger, on ne va pas changer. Donc c'est déjà, la décision a été prise il y a déjà un mois, je ne peux plus rien pour vous. Non. La méthode agile disent, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous m'ajoutez par exemple l'authentification des clients partenaires. Ok, comment ces clients sont définis? Voilà. Vous donnez la spécification. Directement, vous travaillez sur ça pour l'intégrer. C'est comme ça que ça se passe. Il y a plusieurs méthodes agiles. Il y a la méthode Eastern Programming, XP. Il y a la méthode RAD et la méthode Scrum. Pour votre cas, je vais juste parler de la méthode Scrum. Donc, dans l'approche agile, approche réactive et itérative d'organisation du travail. Ça veut dire que dès qu'il y a un changement, vous réagissez automatiquement et vous n'attaquez pas les grands morceaux, vous attaquez juste petit à petit, vous l'augmentez au fur et à mesure. Donc, c'est l'aspect itératif. Vous êtes focalisé sur la fonctionnalité et la satisfaction des clients et vous allez construire en adéquation avec les capacités des limites humaines. Dans le constant, les meilleures idées ne viennent pas forcément au début du projet parce que les gens peuvent à la fin dire « Oh non, j'ai oublié, j'ai telle fonctionnalité, par exemple l'insertion d'une possibilité de vente en ligne. » D'accord? Ça n'a pas été défini au début, mais à la fin, le client peut proposer cela. Donc, vous devez être à mesure d'intégrer cet élément. Donc, le besoin peut évoluer pendant le projet. Donc, tout au long du projet, il peut y avoir besoin d'améliorer les choses. Le formalisme n'est pas naturel. Donc, ça ne s'impose pas.
Et les chiffrages et les restes à faire sont difficiles souvent à évoluer. D'accord? Donc, parmi les logiciels qui utilisent la méthode agile, vous avez Scrum, vous avez XP, DSDM, Crystal, ainsi de suite. Donc, comme je vous ai dit, la méthode Scrum, c'est parmi les méthodes la plus utilisée. Donc, nous allons essayer de nous focaliser sur cette méthode. Donc, le manifeste d'agile définit, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes et interactions, collaboration plutôt que le processus, un produit opérationnel plutôt que la documentation, collaboration avec les clients plutôt que négocier un contrat, adaptation au changement plutôt que suivi d'un plan. Donc, il faut vraiment faire attention avec l'approche agile. Donc, une des méthodes qu'on va voir aujourd'hui, c'est la méthode qu'on appelle le Scrum. D'accord? Donc, la méthode Scrum, c'est une méthode qui est facile. C'est beaucoup utilisé dans les startups. Le principe, c'est modifier votre façon de travailler sur un logiciel. Cela impacte également vos réunions, vos rencontres. D'accord? Comment vous vous organisez pour réaliser. C'est comme un joueur, par exemple, de football qui se prépare pour une finale. La manière dont le joueur va s'organiser, ça va être vraiment très, 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 disons, l'organisation sera différente, par exemple, d'un jeu habituel. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix derrière, il faut décrocher, et donc il y aura un certain nombre d'éléments à intégrer. De même aussi pour créer un logiciel, ça demande aussi des méthodologies, des stratégies. Donc le Scrum vient aussi apporter, ce n'est pas le seul, mais il y a beaucoup d'autres approches. Donc en maîtrisant cela, vous pouvez facilement vous mettre face à n'importe quelle situation et réaliser le produit demandé. Premièrement, les Scrum, l'objectif est de produire le maximum de valeur pour le minimum de coûts. D'accord? Je n'ai pas assez de ressources, mais j'essaie de créer quelque chose qui aura une grande valeur. Deuxièmement, le besoin capturé dans un backlog, ça veut dire tout ce que vous avez retenu dans un backlog, puis seront prioritisés par personne. D'accord? Backlog ici, c'est quoi? Les différentes fonctions que je dois réaliser, je vais l'écrire sur le morceau de papier, je vais le mettre au tableau. D'accord? Parce qu'au tableau, on met toujours tout ce qui est à faire, ce qui est en cours et ce qui a été fait. D'accord? C'est un tableau de 3 colonnes. Donc, vous essayerez dans ces tableaux-là d'ajouter les informations de ce que vous allez réaliser, qu'on appellera en termes techniques backlog, de fonctions à créer. D'accord? Les cycles de développement, souvent dans les Scrum, c'est 2 à 4 semaines. On appelle ça les sprints. Donc, si vous avez opté pour le sprint de 2 semaines, donc vos fonctionnalités ne doivent pas être assez grandes. Donc, au bout de 2 semaines, je dois présenter les résultats. Dire voilà ce que j'ai trouvé. D'accord? Chaque 2 semaines, on ajoute des fonctionnalités. On enlève des choses dans la liste à faire. On le met dans la liste en cours. Ce qui était en cours et finalisé, on le mettra dans le dernier qui est réalisé. D'accord, chaque jour, il y aura ce qu'on appellera mêlée quotidienne. Ça vient de la rugby. Donc, ça veut dire tout simplement, ça veut dire tout simplement des réunions. D'accord? Donc, le Scrum aura des acteurs. Certains acteurs vont jouer un rôle particulier. Un des acteurs, c'est le product owner. C'est celui qui connaît le produit. La vision, c'est le client qui s'insère dans le groupe. D'accord? C'est lui qui est le porteur de la vision globale du produit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va gérer les backlogs du produit. Il va instaurer, par exemple, la notion de priorité. Produit qui viendra en premier, qui viendra en second. D'accord? Il va définir des priorités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Accepter ou rejeter les livrables. Ça, c'est le Scrum Master, lui, va veiller au bon fonctionnement de l'équipe, enlever les obstacles, gardien des bonnes pratiques de Scrum, serviteur de l'équipe, n'est pas un chef de projet. D'accord? On aura toujours un product owner, on aura le Scrum Master qui va gérer l'équipe, et l'équipe peut être composée de 5 à 9 personnes. Donc, auto-gérer, les décisions prises collectivement, contient toutes les compétences nécessaires pour terminer les sprints. D'accord? Donc, ce qu'on peut retenir aussi dans ces différentes méthodes, qu'il n'y a pas de modèle idéal, car tout dépend des circonstances. Les modèles, par exemple en cascade ou en V, est risqué pour le développement innovant, car les spécifications et la conception risquent d'être inadéquats et souvent remis en cause. Ok? Donc le modèle incrémental est risqué, car il ne donne pas beaucoup de visibilité sur le processus complet, et souvent, pour un même projet, un même projet peut mêler différentes approches. Par exemple, le prototypage pour les sous-systèmes à haut risque,
de cascade pour le système bien connu et à faible risque. Donc, la première phase nous a permis au moins de comprendre les généralités sur le génie logiciel. Et également, nous avons parlé d'un sujet important, le cycle de vie d'un logiciel. Donc, quelles sont les différentes étapes et comment devons-nous nous organiser pour faire cela en utilisant quelle approche? Par exemple, si on utilise les méthodes agiles, on peut utiliser Scrum. Mais si on n'utilise pas les méthodes agiles, on utilise les méthodes traditionnelles. On peut utiliser par exemple le cycle en cascade et vous allez suivre les différentes approches. D'accord? Si vous êtes dans Scrum, c'est vraiment une méthode qui est itérative, d'accord? Et vous devez maîtriser comment le faire. Donc, je vous invite à vous documenter en ligne et vous allez découvrir les différents éléments pour le Scrum. Et au cours d'une séance de TP, nous pourrions partager cela.